Hop, hop. C'est là que j'en étais restée hein, avec ce chien. Là, vous voyez? Oui. Et celui-là, on n'avait pas pu vous le montrer, ce chien. Je vous le fais voir. OK. Alors, donc, celui-là, vous savez ce qu'il a, hein? Céline? Du cornage. Oui. Et Adriel, hein? Il a un cornage inspiratoire qui est très marqué. Tout à fait. Donc, Disney et cornage. Oui, je disais pour la dyspnée. Oui, il a du mal à respirer, vous voyez bien. Il tire, il tire, il tire, il tire. Et donc, ça vous fait penser à quelque chose, ça, à votre avis? Bon, bien sûr qu'il y a une obstruction. Elle est où, à votre avis? Au niveau du larynx. Tout à fait. Donc ça, c'est, vous l'entendez, rien qu'avec le bruit, d'accord, peut-être qu'on n'avait pas bien entendu le bruit, mais très strident comme ça, c'est parfois un peu plus ronflant. Il faut vraiment penser à un larynx, il a sa bouche ouverte, là il n'est pas bleu, et c'est pas un vieux labrador, mais sinon c'est vraiment un bruit de paralysie du larynx. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ce chien-là, il n'a pas trop besoin d'oxygène, hein, sinon c'est clair, on le calme, on lui donne de l'oxygène. Mais pour être un peu plus persuadé encore que ce soit le larynx, vous faites quoi comme examen clinique? Une endoscopie. Ouais. Avant l'endo, oui, bien sûr, s'il faut l'endormir, vous allez voir son larynx s'il bouge ou pas. Mais Le sinon, réflexe laryngo-trachéal. voilà, juste comprimer, clairement, vous allez approcher à peine au niveau du larynx, ça va aggraver le bruit. Et donc, vous en serez convaincu. Mais ça, il est déjà bien paralysé, ce chien-là, et ça doit vraiment vous faire penser à une paralysie du larynx. OK? Et il tire à chaque fois, hein. Vous avez un petit bruit? On entend l'autre qui aboie aussi, mais... OK, donc le bruit n'est pas très fort, mais il est assez strident. Et donc, ça, c'est assez typique. Alors, passons maintenant à Cali. Donc, c'est un bulldog anglais, assez grassouillet, donc 7 sur 9. Ils sont de toute façon toujours très, très, très musclés et très ronds, ces chiens-là. 4 ans déjà. Chez moi, ça a bugué. Je sais pas les autres. Pareil. Toujours là. Oui. Ah. Donc, le dernier mois, ça s'est aggravé. Donc là, il s'est mis à mal respirer même au repos. Le cornage est devenu parfois un peu plus strident. La température est montée et en plus, elle mangeait pas bien. Elle avait une diminution de l'appétit et elle salivait vraiment beaucoup. Alors, il y a eu des médicaments, antibiotiques, stéroïdes. Chaque fois, ça allait un petit peu mieux, mais pas suffisamment bien. Et de toute façon, ça revenait dès que l'effet des médicaments était estompé. Donc, à l'arrivée, ce chien arrive en Disney sévère, en faisant énormément de bruit. Donc, un cornage ronflant, sifflant, tout ce qu'on veut, mais on entend très bien le chien à distance. On voit qu'il a des difficultés pour respirer. Les muqueuses sont sales, c'est-à-dire qu'elles sont rouges vives, voire un tout petit peu gris. Et effectivement, la température est très, très, très élevée. Donc, si vous voyez arriver un chien dans cet état-là, avec des muqueuses qui sont déjà pas très, très jolies, et manifestement qui est en souffrance, avec une température élevée, qu'est-ce que vous faites? Indépendamment de ce que ça pourrait être. On lui donne de l'oxygène, on le calme et on le D'accord? refroidit. Tout à fait. Et l'oxygène, vous le donnez comment?
Via un masque. Voilà. Du moment que vous avez une arrivée d'oxygène, vous le mettez un masque. S'il n'aime pas le masque, vous mettez devant son nez, ça va déjà. Le but, c'est d'augmenter la pression partielle en oxygène de l'air inspiré. D'accord? C'est pas de lui mettre 100% d'oxygène. Voilà, il faudrait l'endormir, mettre un tube trachéal et brancher l'oxygène dessus. Ici, on est déjà bien content si on augmente un petit peu la pression partielle en oxygène. Et donc, si on augmente un peu la concentration en oxygène de l'air. Effectivement, on le refroidit. Vous savez aussi comment? On met des De couvertures, l'alcool sur les coussinets. c'est ça, non? D'accord, ok. Et vous me dites, vous allez le calmer, ce qui est une excellente idée. Et là, vous avez une idée de comment faire chez ce chien pour le calmer? Quelle voix vous allez utiliser? Du Quel... butorphanol. Comment? Du butorphanol. Oui, oui, oui. Voilà, c'est un très bon premier choix. Et En vous lui intramusculaire. en intramusculaire. Bon, idéalement, bien sûr, c'est en IV, mais le tout est de voir si vous aurez l'occasion, voilà, de mettre un cathéter, etc. Et si ce n'est pas possible, si ça le stresse encore plus, ben, clairement, vous pouvez lui mettre en intramusculaire. Au pire, si mamie est méchant, par exemple, vous pouvez aussi lui mettre un petit coup sous la langue. Ça va être vite absorbé et il va vite se calmer et du coup, ça va aller vraiment mieux. Ok, parfait. On avait déjà vu ça ensemble. Non. Ah, ok. Non. Donc, si vous arrivez à le calmer, alors vous avez un petit peu plus de temps. Et bah, j'allais vous demander ce que vous alliez prévoir, mais c'est déjà marqué. Je vais vous expliquer pourquoi on fait ça. Maintenant, si jamais il ne se calme pas suffisamment, s'il n'a pas récupéré une bonne oxygénation, l'alternative, ce sera vraiment de l'endormir, cette fois-ci, avec une initiation d'une anesthésie, par exemple du propofol en intraveineuse du coup. Comme ça, vous pourrez l'intuber et vous pourrez lui mettre sur 100% d'oxygène et faire en sorte que toutes les voies soient bien perméables. C'est que à l'intérieur, il y a quand même un peu trop d'obstruction. Donc, il faut être prêt à intervenir. Et donc, la radiographie du thorax, parfois, même avec un chien qui est calmé, tout de le positionner, de le mettre sur son côté, de le mettre sur son dos, il bleuit trop. Donc, souvent, on se dit, oh là là, on va d'abord aller voir ce qui se passe à l'intérieur. On va du coup endormir et on ira faire la radio du thorax quand il sera bien oxygéné, peut-être intubé et bien oxygéné, parce qu'on se dit que ça va sinon mal se passer en radio. Alors pourquoi est-ce qu'on aimerait bien avoir une radio à votre avis chez ces chiens-ci? Est-ce qu'on regarde? La trachée, non? Oui, bien sûr. Pourquoi? À cause des effets de la pression négative lorsqu'il tire pour respirer, non? Oui, mais ça agit beaucoup pour donner un collapsus de la trachée. D'accord? Donc une trachée qui se raplatit. Ça, c'est une pathologie qu'on a chez les petits chiens, genre Yorkshire, petits caniches, etc. Et si chez les brachycéphales, la trachée, les cartilages sont bien forts, hein, donc ils ne se laissent rarement, je vais dire, collaber. Mais ce ne sont pas les brachycéphales qui font les collapsus de la trachée. Mais ils font une autre pathologie de la trachée qui est, Hypoplasie trachéale. voilà, l'hypoplasie trachéale, comme ils ont déjà une malformation parfois au niveau du larynx qui donne aussi une hypoplasie trachéale, laryngée, on en a parlé la fois passée, mais ils peuvent aussi avoir une hypoplasie au niveau de la trachée avec une trachée beaucoup trop petite. Donc, si vous voyez ici en vue latérale chez ce chien, la trachée, elle est vraiment beaucoup trop petite, hein. Donc, on peut la mesurer en prenant le diamètre par rapport au diamètre au niveau de la troisième côte, mais même sans calculer, vous voyez quand même qu'elle est assez minuscule par rapport à la taille du chien. D'accord? Donc, ça, c'est une des choses qu'on peut regarder. Une autre chose qu'on peut regarder, le chien ne mangeait plus très bien. Sur une radio, à quoi est-ce qu'on peut penser éventuellement? S'il y a eu une erreur de lieu. Mais oui, en plus, le chien il rugurgitait. En plus, il a peut-être une petite trachée. Une toute petite trachée, ça augmente le risque d'erreur de lieu. Des problèmes au niveau du larynx, ça augmente le risque d'erreur de lieu. Et en plus, ce chien régurgitait puisque ces brachycéphales ont souvent et des symptômes respiratoires et des symptômes digestifs.
avec des régurgitations ou des micro-aspirations occultes ou quoi que ce soit. Donc, ils peuvent très bien faire une erreur de lieu. Et la pneumonie, si elle existe, peut être masquée par les autres symptômes. Donc, avant de lui donner une bonne dose de stéroïdes là, pour diminuer l'inflammation, c'est quand même bien de regarder s'il n'y a pas une grosse pneumonie. Et donc, ce qu'on peut voir aussi chez les brachycéphales, ici, qu'est-ce que c'est ceci à votre avis? On voit pas votre flèche, je crois. Donc, juste en arrière du diaphragme, vous voyez un grand rond un peu plus blanc, un peu plus noir. Il y a l'érophagie, non? Tout à fait. Donc, l'estomac est dilaté, il contient de l'air. Et ça, on a très souvent chez des animaux qui sont en dyspnée, parce qu'ils ouvrent la bouche pour respirer au maximum, et du coup, il y a de l'air qui vient au niveau de l'œsophage aussi. Et on peut avoir un énorme estomac qui, du coup, comprime, surtout chez le chat, par exemple, qui va comprimer le diaphragme et qui va encore rapetissir le champ pulmonaire. Donc, c'est un signe d'une dyspnée. Et il faut bien regarder aussi, vous ne voyez toujours pas ma petite souris? Non? Désolée. Donc, bien regarder au niveau du diaphragme, au niveau du passage de l'œsophage, de l'hiatus, si vous ne voyez pas une petite densité qui pourrait faire penser à une hernie hiatale. Hernie qui peut être simplement glissante, c'est-à-dire temporaire, et elle peut être aussi stable. Donc, si elle est tout le temps présente, la hernie hiatale, on aura une opacification dans cette zone. Et si elle n'est pas permanente, ben, on peut ne rien voir et c'est pas pour ça qu'il n'y en a pas, mais il y aura d'autres soucis, d'autres petits trucs pour la voir. Je vais vous montrer des dias par la suite. Donc, on peut aussi voir des vertèbres qui sont mal positionnées, des anomalies vertébrales, etc. Donc, on en profite pour faire le tour. Et ensuite, bon, ce chien-ci, en plus, on voit pas vraiment une bonne pneumonie par erreur de lieu dans les zones ventrales, mais il a quand même une leucocytose neutrophilique qui est marquée. Et donc, on s'apprête à quand même l'endormir pour aller voir ce qui se passe. On est d'accord? Et donc, est-ce que vous pouvez me dire quelles sont les lésions primaires et même secondaires qu'on peut voir chez un brachycéphale? Enfin, c'est malin, les réponses sont là. Et Donc, on a les narines qui sont c'est une sténosées, mais il ne narine. faut absolument pas faire une endoscopie pour le voir. Est-ce que vous savez, est-ce qu'il y a certains chats qui peuvent aussi avoir des petites sténoses des narines? Les personnes. Oui, tout à fait. Les persans, ça peut être très, très, très marqué aussi. Il peut avoir un petit nez très, très pincé qu'il convient d'ouvrir un tout petit peu. Alors, au niveau du larynx, donc la lésion la plus importante, c'est un voile du palais qui est vraiment beaucoup trop long parce qu'il n'a pas été raccourci par la sélection alors qu'on a sélectionné un raccourcissement de l'os nasal. Donc, il est beaucoup trop long. En général, il est également beaucoup trop épais. Il y a aussi le larynx qui se laisse complètement collaber, c'est-à-dire que les cartilages ne restent pas suffisamment bien ouverts. Il y a souvent un œdème et secondairement sans doute les saccules ou les ventricules du larynx qui s'éversent. Voilà, alors ça ce sont les lésions au niveau du larynx. On a déjà parlé des lésions au niveau de la trachée qui peut être hypoplasiée. Est-ce qu'on peut avoir des lésions au niveau des bronches aussi? On peut avoir des bronches qui sont collabées également, dans le sens où elles sont plutôt bronchomalaciques. Ah ben, attendez, je vais vous montrer un petit film. Donc ici, vous voyez déjà que le voile du palais, il est très congestif, il est beaucoup trop long, il faut le tirer avec une petite pince pour pouvoir en voir le bout. Alors ce qu'on voit ici, vous ne voyez rien du coup, elles sont comme tout. Donc vers le bas, les deux espèces de boudins translucides, ce sont les saccules, les ventricules. Les ventricules qui sont éversés, c'est des petites poches qui sont sorties de leur poche en fait, comme une poche qui s'éverse quand on a un pantalon un jeans qui serre très fort et qu'on sort son mouchoir, il y a la poche qui sort en même temps. Ici, c'est un petit peu la même chose. Donc juste en arrière, on voit les aryténoïdes
Et puis, on voit déjà que le larynx est mal formé, mais je vais vous le montrer par la suite. Donc ici, on voit ce voile du palais qui, même si il est un peu raccourci par la pince, il est tellement long qu'il va vers l'avant, vers l'arrière. Quand il va vers l'arrière, il rentre carrément à l'intérieur du larynx. Donc ici, on voit un larynx entre chien, un voile du palais qui a l'air extrêmement épais et qui empêche donc la pointe de l'épiglotte de redescendre. Donc c'est chaque fois, et l'épiglotte est par ailleurs très très congestive. Vous voyez, elle a l'air tellement épaissie au niveau de son bord. Et donc c'est difficile. Là, vous avez une belle image d'un œdème nasopharyngien. Et puis vous voyez le larynx juste en dessous, où on a les appendices cunéiformes qui se touchent, alors qu'ils doivent être ouverts en livre ouvert. Donc ça veut dire que ça, c'est un collapsus de grade 4. Si je reprends cette image-ci, par exemple, donc vous voyez le collapsus de grade 4. Vous voyez des plis longitudinaux dorsalement, donc c'est la muqueuse du nasopharynx qui est extrêmement œdémaciée, qui retombe comme un petit rideau, comme ça. Vous voyez également qu'il y a une éversion des ventricules. Donc ça, ce sont les deux bananes blanchâtres vers le bas, juste en avant des cordes vocales qu'on ne voit pas du coup. Et donc tout ça contribue bien sûr à obstruer très fort le larynx. Donc celui-là, il est quand même bien obstrué. Donc des images pour vous remontrer sur la gauche, le voile du palais trop long, très épais, le bord irrégulier de l'épiglotte et le collapsus du grade 4 au niveau du larynx avec les appendices cunéiformes qui se touchent l'un et l'autre. Ok. Alors, ça, c'est ce qu'on va faire en deuxième lieu chez ces brachycéphales. On va explorer l'appareil digestif parce qu'il y a des lésions donc respiratoires et des lésions digestives qui sont probablement liées d'une part aux pressions exagérées qui sont exercées au niveau du thorax et donc au niveau de l'entrée de l'œsophage, au niveau du cardia par exemple. Ces chiens ont souvent un retard du vidange. Ils peuvent, comme ici, avoir des lésions d'œsophagite. Donc ça, c'est la muqueuse du bas de l'œsophage qui est extrêmement congestionnée. Il ne faudrait pas qu'elle soit ulcérée. Elle n'est pas ulcérée dans ce cas-ci, mais c'est l'étape suivante. Et donc souvent, ça, c'est quand il y a énormément d'acidité qui remonte de l'estomac et qui repasse vers l'œsophage, donc dans le mauvais sens en fait, et qui donne cette œsophagite qui est très sévère. Et c'est pourquoi les chiens régurgitent horriblement et sont à risque pour un méga-œsophage. Attendez. Et voici une petite manœuvre qu'on peut faire. Donc, vous avez de nouveau devant vous un cardia. Et donc là, ce que vous voyez, que la muqueuse de l'estomac a envie de protruder au travers du cardia. Hein, elle a l'air de remonter. Et il y a aussi un petit peu de matériel muqueux qui sort de l'estomac. Donc, l'animal, là, il est bien à jeun. Imaginez-vous que ce soit après avoir mangé. L'animal est en pleine digestion. Ça veut dire qu'il y a un contenu très, très acide qui reflue au niveau du cardia et qui va provoquer sans doute une œsophagite sévère et qui peut parfois probablement remonter jusqu'au niveau du larynx, où on pense que ça peut contribuer à l'inflammation au niveau du larynx. Donc là, je crois qu'il y a un petit film. Et donc, vous voyez que lors de chaque expiration, hop, il y a le contenu de l'estomac qui est éjecté au niveau du cardia vers l'œsophage. Je vais voir si j'ai... Non, j'ai pas une autre vidéo. Donc parfois, on voit vraiment arriver une hernie hiatale, c'est-à-dire la muqueuse de l'estomac qui s'éverse vers l'extérieur. Quand l'animal est endormi, parfois on l'oxygène et donc normalement il respire beaucoup mieux que quand il n'est pas endormi. Donc il fait moins d'efforts. Donc afin de mimer ce qui se passe quand l'animal ne dort pas, ce qu'on peut faire, c'est d'obstruer le tube trachéal en partie ou partiellement. Donc l'animal du coup fait des efforts plus importants pour respirer. Et à ce moment-là, souvent, on voit beaucoup plus facilement s'il y a une hernie hiatale très sévère qui se manifeste ou s'il y a un déversement de bile même parfois jusqu'au niveau de l'œsophage. Donc ça, c'est un petit truc qui permet de mieux visualiser ce qui se passe au niveau de la jonction gastro-œsophagienne. On l'a vu, hein, celui-là. Et on l'a vu. Donc, chez Kali, il y avait aussi une dysorexie, une température élevée, donc et leucocytose neutrophilique. Et même si
on n'avait pas d'image vraiment typique d'une pneumonie par erreur de lieu, on en avait quand même un peu peur. On a fait, tant qu'on y était, un lavage broncho-alvéolaire. Et donc, il y avait des suspicions de pneumonie bactérienne, mais on parlera de ça jeudi. Vous êtes encore avec moi ou pas? Non, du coup, Non. normalement, mais Non, d'accord. Parce que donc on parlera des maladies des voies basses jeudi. Et donc, on reparlera des pneumonies bactériennes, de ce qui peut faire penser à une pneumonie bactérienne. Donc, en l'occurrence, il y avait des neutrophiles très actifs, des macrophages très actifs et des petites bactéries à l'intérieur des cellules. Et donc, ces chiens sont souvent extrêmement difficiles à réveiller, surtout quand on est un petit peu manipulé. Donc, il faut faire fort attention aux erreurs de lieu et il faut le réveiller le plus doucement possible, pas qu'il s'énerve, pas qu'il s'agite, lui donner beaucoup d'oxygène et en plus, très certainement, lui donner, avant le réveil, des glucostéroïdes à action rapide. Vous avez une petite idée de ce qu'il faudrait lui injecter? Sur le delta-cortef. Oui, donc n'importe quoi qui a une action immédiate et rapide. Donc ça, on va lui administrer par voie intraveineuse et prendre le relais avec d'autres stéroïdes, que ce soit de la dexaméthasone, de la prednisolone. On peut alors administrer éventuellement par voie intramusculaire. Comme ça, l'effet sera prolongé, mais on a un effet immédiat pour le réveil, avec une diminution de l'inflammation au niveau des tissus. N'oublions pas que notre animal avait une pneumonie, en tout cas une forte suspicion de pneumonie. Et donc, on a également donné des antibiotiques. Et ce qu'on donne pour améliorer un tout petit peu l'état de son œsophage, c'est de l'oméprazole et parfois un pansement au niveau de l'œsophage. On donnait du sucralfate dans le temps, mais il n'existe plus, je pense, pour le moment, donc on est un petit peu embêté. Mais il faudra bien sûr traiter l'œsophagite, sinon il va continuer à avoir des régurgitations et des micro-aspirations, et donc ça ne va certainement pas aider la résolution de ces symptômes des voies hautes. Alors, au plus le chien est âgé, gros, gras, musclé, avec des modifications importantes au niveau de son larynx, au pire c'est, et au plus c'est difficile de le réveiller, et au moins on a de bons résultats au niveau de la chirurgie. Donc retenez bien que ces chiens-là, il vaut beaucoup mieux aller voir si le voile du palais est trop long quand il est fort jeune, à la limite dès l'âge d'1 an, et déjà faire tout ce qui chirurgicalement est possible de faire, par exemple ouvrir les narines, raccourcir le voile du palais, si les ventricules sont éversés, couper à ras les ventricules, le chien n'en a pas besoin, pour essayer d'éviter que, après des mois et des mois et des mois d'efforts et de surpression exercée parce que l'animal est dyspnéique et mal ventilé, il y ait d'autres symptômes qui se manifestent, comme une aggravation du collapsus du larynx, ou bien des lésions au niveau du système digestif avec des œsophagites ou une hernie hiatale. D'accord? Donc le réveil chez ces chiens est parfois vraiment très difficile, même quand on intervient directement au niveau du voile du palais pour le raccourcir. On ne sait pas faire grand-chose au niveau du larynx, donc ça reste un élément limitant, le larynx. Et il arrive qu'on doit faire une laryngoscopie, une trachéotomie transitoire, en attendant que le larynx dégonfle suffisamment. Mais vous voyez que ces animaux, ils ont plein de plis de peau, donc c'est très difficile d'avoir un tel animal sous trachéotomie, même transitoire, parce qu'ils ont tellement de plis qui recouvrent la plaie au niveau de la trachée et du tube qui lui permet de respirer. Donc c'est vraiment une grosse calamité. Néanmoins, si vous vous préparez à faire un examen chez ce chien et qu'il est très mal en point quand vous arrivez, qu'il est déjà extrêmement dyspnéique, qu'il est déjà avec des muqueuses sales, qui n'arrive pas à se récupérer, vous êtes obligé de l'endormir et de le ventiler par un tube. Clairement, au plus il arrive en mauvais état, au plus vous devez vous tracasser un petit peu pour ce qui va se passer au réveil, d'accord? Le réveil risque d'être un peu délicat, donc il faut prévenir les gens que si le réveil se passe mal, il va peut-être falloir le rendormir. Il va peut-être falloir faire une trachéotomie transitoire, le temps de peut-être se retourner, de le mettre sous anti-inflammatoire. Il est toujours préférable d'opérer le chien quand il est déjà sous anti-inflammatoire depuis 1 ou 2 semaines. Non, bon voilà, quand on n'a pas le choix, on le fait en urgence et on donne de grosses doses. Mais il vaut mieux quand même en parler aux gens
avant que de les laisser dans la salle d'attente, puis de venir leur dire, écoutez, madame, on n'arrive pas à réveiller le chien, il devient tout bleu, on a dû faire une trachéo, etc. Donc, prévoir les complications à l'avance, en parler avec un peu de chance, ça n'arrive pas du coup. Et quand vous faites l'examen, il faut quand même vous préparer à ces éventualités-là. Donc, quand même avoir sous la main un petit peu ce qu'il faut pour vous préparer au pire. Et en hospice, c'est pas des clients faciles non plus, encore que souvent ils sont gentils, c'est déjà ça. Donc ça, c'est les cas évidemment les plus ennuyants. Il y a tous les cas intermédiaires qui sont pris plus tôt et qui ont peut-être des anomalies moins importantes ou des complications moins importantes et qu'il conviendra quand même d'opérer le plus vite possible. Donc ça, c'est un animal auquel on a raccourci le voile du palais, vous voyez ici. Enfin, vous ne voyez pas puisque vous ne voyez pas, mais vraiment, vous ne voyez rien du tout de ce que je fais, c'est bête ça. Donc le voile du palais est bien raccourci. Par contre, vous voyez que le larynx est toujours en collapsus de grade 4 avec les appendices qui se chevauchent et avec absolument pas de place pour séparer les deux cartilages du haut, c'est-à-dire les aryténoïdes. Donc, c'est clair que celui-là, malgré la chirurgie, ne respirait vraiment très très bien. Et dans ce cas-là, ben, on est un petit peu démuni si jamais il ne s'en sort pas, même si on le fait maigrir. Donc, retenez bien, chez les brachycéphales, avant d'intervenir, soyez préparés à l'intuber, soyez préparés à l'oxygéner, soyez préparés à faire une trachéotomie. N'oubliez pas de bien investiguer les lésions respiratoires, mais aussi les lésions digestives, qu'il faudra traiter les deux. Dans le cas d'une hernie hiatale qui est permanente, il faudra une intervention au niveau digestif également, au niveau de la hernie. Donc, il faudra fixer la muqueuse de l'estomac à la paroi abdominale pour faire retirer vers l'arrière le cardiaque. Et donc, profitez-en donc pour faire un bilan complet respiratoire, digestif, et quand on y est aussi, regardez bien donc la trachée, s'il y a une pneumonie, est-ce que les vertèbres sont correctes, etc. pour que les gens sachent à quoi s'en tenir au niveau du pronostic, parce que parfois c'est un petit peu frustrant. Donc, le plus vite possible dans la vie de l'animal. S'il a d'autres soucis, qu'il boite ou qu'il a un problème d'oreille ou n'importe quoi, il vaut toujours mieux s'occuper d'abord du problème obstructif respiratoire plutôt que de l'autre problème, même si c'est une boiterie ou même si c'est une rupture du ligament croisé ou quoi que ce soit. Elle peut attendre un tout petit peu. Il vaut beaucoup mieux d'abord traiter le problème respiratoire en premier lieu. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur le brachycéphale? Syndrome brachycéphale? Non, ça va, c'est clair. Parfait. Alors, ici, ça doit aller vite, hein, parce que c'est des petits cas que j'avais rajoutés, mais donc avec vous deux qui avez déjà bien entendu la fois passée, je crois qu'on va pouvoir aller assez vite. Donc, voici un jeune chat, mal castré de 3 ans. Donc, les propriétaires l'ont recueilli depuis 2 mois et il fait du bruit quand il inspire. Et ce qu'on leur a dit, c'est que voilà, il avait sans doute un petit coryza chronique hein, avec un peu de jetage nasal. Mais bon, ça a l'air d'être quand même assez sévère parce que quand il mange, il a un peu de mal à manger, donc il prend une petite quantité de nourriture, et puis sans doute il respire, et puis voilà, il ne mange pas tout d'un coup comme un vorace parce qu'il n'est pas capable de rester en même temps. Voilà. Alors, l'examen clinique montre que l'animal est quand même en bonne forme, qui fait du bruit effectivement en permanence, surtout à l'inspiration, mais pas extrêmement dyspnéique. La perméabilité nasale, donc il ne faut pas oublier de faire, est effectivement probablement peut-être pas absente totalement, mais en tout cas fortement diminuée des deux côtés. Et on ne voit pas beaucoup de jetage. C'est vrai que on ne voit pas des traces très importantes de jetage. Donc, on est bien en présence de ce dont on a discuté la fois passée, c'est-à-dire une atteinte soit du nez, soit du nasopharynx, donc en avant ou en arrière des coanes, chronique obstructive bilatérale, puisqu'il n'y a aucun des côtés qui sont perméables, et certainement ça a l'air d'être quelque chose de très chronique. Donc, on a toujours nos mêmes hypothèses diagnostiques.
À votre avis, on pense plus vers une rhinite ou on pense plus à une rhinopharyngite dans ce cas? Peut-être plus une rhinopharyngite parce que l'animal il a aussi du mal à manger, donc on peut penser qu'il y a une atteinte un peu plus profonde. Voilà, c'est très bien. Il y a aussi deux autres raisons, c'est que il n'a pas beaucoup de jetage. Or, s'il y avait vraiment une rhinite importante, on s'attend à avoir du jetage, quand même plus de jetage. Quand il y a une nasopharyngite, il y a peut-être moins souvent ou moins vite du jetage. Et en plus, c'est quelque chose qui est obstructif bilatéral. Donc, pour obstruer très bien les deux côtés, ben, on obstrue plus facilement l'arrière des coanes, peut-être que chaque narine séparément. Mais bon, tout est possible et bien sûr qu'on va aller visiter les cavités nasales et visiter le nasopharynx. On va en profiter pour faire les deux. Et on a nos mêmes hypothèses, donc le polype, bien sûr, qui peut être à cheval sur les deux coanes, les tumeurs, les corps étrangers, les rhinites, les sténoses, comme on a parlé. Et en fait, donc ici, c'est un cas de sténose. Attendez, est-ce qu'il y a un petit film ici? Oui. Donc là, on est en rhinoscopie rétrograde, d'accord? Donc on voit la sortie des cavités nasales, on voit les coanes. Et vous voyez que au niveau de la coane gauche de l'animal, sur la droite de l'écran, vous avez une petite membrane. Donc là, j'ai été par voie nasale essayer d'introduire un petit cathéter tout fin. Et j'essaye de trouver un trou qui normalement devrait être très facile à trouver, hein. C'est tout à fait perméable à ce moment-là, à cet endroit-là. Et vous voyez que j'ai beau taper, on dirait qu'il y a une petite membrane qui empêche le cathéter d'arriver jusqu'au niveau du larynx. Voilà, on tape, on tape, on tape, on tape. Et donc on essaie éventuellement de perforer cette petite membrane parce que clairement, l'air ne peut absolument pas passer non plus, donc le nez est complètement bouché. Je ne sais pas si on va y arriver, je ne vois pas qu'on montre qu'on y arrive, mais je pense qu'on va y arriver. Et donc ça, ce sont les différents types de sténose. Voilà encore en haut à gauche, vous avez une vue sur la coane gauche de l'animal, donc à droite sur votre écran, et vous voyez au bout de la flèche un petit trou, et c'est le seul petit point qui est perméable. Donc le jeu, ce sera évidemment d'entrer un petit cathéter par voie directe. Donc on va rentrer, si vous regardez le schéma de droite, on rentre le cathéter par l'avant, on longe le voile du palais, et puis ce qu'on va essayer de faire, c'est de rentrer, c'est ça le problème, dans le Je crois qu'on ne vous entend plus. Tu m'entends plus? C'est bon. Non. Ouais, ça y est. Vous m'entendez de nouveau? C'est bizarre. Oui? Ça va? Oui. Ok. Donc en bas à gauche, vous avez une des coanes qui est perméable et l'autre qui ne l'est pas du tout. Elle est complètement cicatricielle. Et donc ça, vraisemblablement, des sténoses qui peuvent être non pas congénitales, celles-là, mais acquises. Par exemple, parce que l'animal a, en vomissant, s'est passé par le mauvais trou, si vous voulez, c'est remonté au-dessus du voile du palais, ou un corps étranger qui peut être euh, absorbé, inhalé. Puis si l'animal a peur, eh bien, il repasse et il va se coincer au niveau des coanes. Donc ça donne une grosse réaction et parfois une réaction fibreuse. Puis sur la dia du milieu en bas, vous avez une sténose qui est un peu plus grande qu'au-dessus, mais enfin qui est toute petite. Et alors, l'endroit de la sténose peut être variable aussi. Donc, vous pouvez avoir cette sténose soit juste en arrière des coanes ou au niveau des coanes, hein, comme en haut à gauche. Mais on peut avoir aussi des sténoses beaucoup plus distales. Et donc, sur la diapositive à droite en bas, en soulevant le bord libre du voile du palais, normalement, vous devez avoir un trou quand même béant. Et là, vous voyez qu'il n'y a plus qu'un tout petit trou. Donc, 1 centimètre plus bas que mon coton-tige, là, vous voyez qu'il reste qu'un tout petit trou. Donc, ça veut dire que tout l'air qui rentre au niveau des cavités nasales, qui passe au-dessus du voile du palais, ben, ne sort que par ce petit trou-là. Donc, évidemment, ce petit chat-là, il va très, très, très mal respirer par le nez, pour ne pas dire quasiment pas. Et il sera obligé de respirer par la bouche, ce qu'il déteste faire. Tous ces cas-là, donc, le traitement, comme on l'a vu, c'est bien soit dilater la sténose, soit si ça ne suffit pas,
ce sera de mettre un stent. Donc ici, on est parvenu à rentrer un cathéter. Et donc, vous voyez que c'est un cathéter avec un ballon. Donc là, le ballon se gonfle bien de part et d'autre de la sténose. Donc, ce qu'il faut essayer, c'est de gonfler le ballon une fois qu'il est dans la sténose et de le laisser gonfler pendant une dizaine de minutes pour essayer d'élargir la sténose et de la faire prendre, d'agrandir le passage. C'est le même principe que ce qu'on fait au niveau de l'œsophage. Quand on a des lésions cicatricielles, on essaye de les bouginer, si vous voulez, c'est-à-dire d'élargir, de dilater un peu les tissus sans les déchirer, parce que sinon, quand ils se cicatrisent, ben c'est fort fibrotique. Donc voici sur la diapositive de gauche encore une image où on a déjà super bien dilaté la sténose. Vous voyez, avant et après le retrait du ballon, sur la droite, ben, l'espace disponible est quand même beaucoup plus grand, mais enfin, il n'est pas parfait non plus. Et donc, si jamais l'espace se referme ou est insuffisamment grand, eh bien, on va aller introduire dans la sténose un petit cathéter en caoutchouc, que vous voyez sur la diapositive de droite, qu'on va fixer avec un petit point et qu'on va laisser en place à peu près 15 jours pour avoir un peu plus de chance que la sténose ne se recicatrise pas et ne se re-sténose pas. Et en général, chez le chat, on a quand même de bons résultats quand on fait l'une ou l'autre de ces procédures. On le fait pas direct? S'il te plaît? On met le stent par voie directe? Oui. Donc le stent, soit on l'introduit, tu vois, ici, on a passé une petite pince endoscopique via les cavités nasales et les coanes, et on peut en profiter pour attraper un petit morceau de petits tubes en caoutchouc là qu'on va placer. Et la sténose est d'autant plus difficile à placer que ça dépend un petit peu de où elle est située, mais donc c'est un peu de chipotage, hein, faut quand même bien avouer que c'est un peu de chipotage pour mettre le petit morceau de plastique juste à l'endroit de la sténose. Et c'est pour ça qu'on est parfois quand même bien content de la dilater quand même un peu avant, de manière à avoir plus facile quand même à insérer votre petit morceau de caoutchouc. Et le morceau de caoutchouc, c'est juste un caoutchouc qu'on coupe, hein. Donc on choisit un peu nous-mêmes la longueur et l'épaisseur. Tu vois, c'est un peu manuel comme technique, hein, ce n'est pas très standardisé. On essaye que ce ne soit pas trop long non plus. Donc par exemple sur la droite, tu vois que on a le bord libre du voile du palais à ce niveau-ci. Donc ce que je veux dire, c'est que le cathéter déborde un peu du bord libre du voile du palais. Ça va gêner très 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 fort l'animal, hein. Il va avoir des nausées ou des envies de cracher tout le temps. Donc l'idéal, c'est quand même de rentrer un peu le cathéter. Mais dans ce cas-ci, c'était une sténose qui était très 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 distale. Ben, ça devait être la même que celle-ci, hein, j'imagine. Attends. Donc, la même chose que donc ici en bas à droite. Elle est très mal positionnée, elle est très distale. Donc si on met un stent, il va être très distal malheureusement. Donc il va gêner davantage l'animal que s'il est placé au-dessus du voile du palais. Enfin bon, on a quand même d'assez bons résultats au total. Donc soit c'est congénital, mais ça peut être suite à une aspiration, des traumas, des corps étrangers ou quoi que ce soit. Donc c'est chez les jeunes chats, mais ça peut aussi être chez des plus âgés en fonction de l'étiologie. Donc retenez qu'il n'y a pas toujours une décharge, un jetage, qu'on a très vite une diminution de la perméabilité. Il faut absolument la rhinoscopie rétrograde pour la mettre en évidence. Et voilà, le traitement donne d'assez bons résultats. Voilà. Ah oui, donc j'avais cette petite image-ci pour être sûr que vous sachiez ce que c'est que du reverse sneezing. En fait, j'avais vu un retrait de stent et on l'avait enlevé par voie rétrograde. Donc je me demandais si c'était toujours comme ça et pourquoi on le fait par voie rétrograde et pas par voie directe. Mais parce que par voie directe, il faudrait quand même l'enfoncer dans le nez, jusque dans le fond du nez. Alors, après la coane, tu vois, c'est très très long. Et donc, chez un chat, c'est pas possible d'aller jusque-là parce qu'il n'y a pas de lisse des cornets. Donc, c'est beau, le tuyau est beaucoup trop gros
Enfin, sauf si le nez est très abîmé et qu'il n'y a plus de cornée, alors tu vas rentrer facilement et voir la coane. Sinon, chez le chat, déjà le rhinoscope, pour aller voir jusque dans le fond de la cavité nasale, il faut qu'il soit tout petit. Et quand on passe un cathéter, on doit passer un tout petit cathéter fin. Et c'est pour ça qu'on a un cathéter avec un ballon pour dilater le ballon alors qu'on a passé la coane, si tu veux. Mais sinon, on ferait beaucoup de dégâts au niveau des cornets nasaux si on enfonçait notre bout de tuyau par l'avant. Alors, on irait casser tous les cornets pour essayer d'arriver au niveau de la coane. Et puis, ce serait très dangereux parce qu'on risque aussi de pousser sur la lame criblée et donc de pousser sur le cerveau. Donc, il vaut beaucoup mieux utiliser l'autre voie. La voie passer par-dessus du voile du palais. D'accord? Sinon, chez le chat, c'est pratiquement pas possible. Chez le chien, ma foi, il y a un petit peu plus de place. Mais chez le chien, on n'a presque jamais des sténoses. Justement, c'est une maladie, surtout, on décrit chez le chien. Et donc, ça, c'est pour vous montrer ce qui se passe dans le reverse sneezing. Donc, vous allez voir que c'est cet anneau nasopharyngien, ici, au-dessus. C'est-à-dire celui qui s'est... Oh, je ne sais rien montrer, c'est embêtant. Mais voilà, des images valent mieux que des explications. Donc, vous voyez l'anneau qui se resserre. Et fatalement, quand il se resserre, il n'y a pas beaucoup de passage d'air, ce qui fait le bruit, parfois très important et très alarmant, que l'animal fait en essayant de respirer. Ce que vous voyez bien aussi, c'est que l'animal ne peut mal d'étouffer puisque le larynx est bien ouvert et que s'il pense à respirer par la bouche, il n'y aura aucun souci pour que l'air arrive au niveau voilà, de son poumon. Ok. Alors, je vais juste essayer de voir si je peux vous montrer ma vidéo la vidéo du partager l'écran de mon petit brachycéphale ici. Mais on avait certainement déjà vu. Non, vous ne voyez pas? Non, là on vous voit, vous. Non. Vous voyez toujours pas mon petit chien ici? Oui, là, oui. Ah, là, ça y est. D'accord. Donc ça, c'est un carlin. Ils sont souvent un peu plus fins, plus petits, donc plus faciles à manier que ces énormes bulldogs de plusieurs années. Bon, je peux aller chercher des selles. Voilà, donc, et encore là, le chien était cool, les gens étaient cool parce qu'il avait l'habitude de faire du bruit. Vous voyez qu'il souffre quand même chaque fois qu'il doit respirer. Il est obligé de tirer ses commissures, son oxygénation est extraordinaire. Donc, la dame n'était pas du tout inquiète, mais nous, un petit peu plus. Donc, on a préféré le mettre sous buterfanol, ne pas trop le manipuler et quand même aller voir ce qui se passe. Et la bonne nouvelle, c'est quand on a un énorme voile du palais, pas trop d'anomalies au niveau du larynx, parce qu'alors, évidemment, qu'on peut très, très vite améliorer la situation de manière spectaculaire. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez encore des questions, même si vous ne les avez pas maintenant, vous pouvez toujours les envoyer, d'accord? On peut faire une session n'importe quand, questions-réponses, donc ne vous gênez pas. Merci d'avoir participé et bon après-midi. Merci beaucoup. Oui, Merci à vous. Bon après-midi.